Partant de Clerval, on ignore les raisons exactes qui motivent Bourbaki à démarrer sa marche en direction de Villers-Sexel. Le 7 et 8 janvier, les deux armées s'affrontent. Des combats ont lieu à Pem, Éprelles, Villers-la-Ville, Villargent. En résumé, 100 000 Français s'opposent aux forces allemandes, estimées à environ 15 000 hommes. Villers-Sexel, alors, connaît les combats les plus sanglants dans la journée du 9 janvier. La ville est en flammes, ainsi que son château. Forts de leur supériorité numérique, les Français emportent la décision. Mais ce succès est à modérer, car au plus fort de la lutte, le général de Werder décide habilement de retirer ses troupes. Somme toute, les combats pour la prise de Villers-Sexel se présentent comme un simple incident dans la marche en avant de l'armée Bourbaki. Malgré tout, la journée du 9 janvier est un brillant et glorieux début de campagne à l'Est. De Villers-Sexel, les Prussiens se retirent le 10 et 11 janvier dans la direction de Montbéliard-Héricourt et viennent renforcer les troupes assiégeant Belfort. L'armée Bourbaki, clouée à Villers-Sexel par des problèmes de ravitaillement, ne peut poursuivre le retrait de l'adversaire, ce qui permet aux Prussiens de se positionner stratégiquement sur la rive gauche de la Liselle. L'armée française se met en marche et parvient face à la Lisaine le 14 janvier au soir. La nuit du 14 au 15 fut glaciale. On avait enregistré -12. Les troupes prussiennes s'activaient à leur ligne de défense et avaient fait sauter les ponts sur la Lisaine. Celle-ci était gelée, et il fallait sans cesse briser la glace pour redonner au cours d'eau sa valeur défensive. Les Prussiens avaient disposé des batteries lourdes à Chalon-Villars, au Mont-Vaudois près d'Héricourt, à la Grange-Dame au-dessus de Montbéliard et au Montchevy. Toutes ces batteries tenaient bien la région. Par ailleurs, il neigeait en abondance. On relevait 1 mètre de neige à peu près partout. Et de plus, la nature boisée du terrain rendait très difficile le déplacement des troupes. Dans la journée du 14, l'avance de l'armée Bourbaki avait provoqué quelques combats éparses, notamment du côté d'Arcé, d'Ain et Bar. Avec le siège de Belfort, il faut rappeler que les troupes prussiennes sont présentes dans le pays de Montbéliard et à Héricourt depuis le mois de novembre 1870. Le 15 janvier, au petit matin, par un temps exceptionnellement froid et brumeux, les troupes françaises abordent sur la Lisaine les positions défensives allemandes. Le plan de Bourbaki se présente comme suit. Le 15e corps, au sud, est chargé d'attaquer Montbéliard et Betoncourt. Le 24e corps doit attaquer droit devant, par les bois de Tavé et du Chanois pour s'emparer des points de passage de la Lisaine, au sud d'Héricourt. Le 20e corps a pour mission de marcher sur Héricourt même et de s'en emparer. Quant au 18e corps, renforcé de la division Crémer, il a l'ordre de marcher direction sud-est et de combattre l'ennemi dans la région de Luz et de Chagé. En résumé, le plan de Bourbaki consiste en un mouvement frontal, tout en essayant par le nord de déborder puis d'envelopper les forces prussiennes, forces qu'il situe, d'après les renseignements, à la hauteur de Chagé. Le 15e corps au sud doit servir de pivot pour cet encerclement.
La journée du 15 voit l'avance des troupes françaises s'amplifier en direction de la Lisène. Par les bois, elles parviennent en nombre sur les hauteurs dominant Montbéliard, Betoncourt et Vian-le-Val. Cette poussée fait reculer les Prussiens à l'arrière de Montbéliard, mais l'artillerie du château reste entre leurs mains. Les Allemands s'activent à consolider leur défense le long de la ligne de chemin de fer qui mène à Belfort, et dont le remblai offre aux troupes un abri de première importance. Ajoutons que cette voie ferrée suit à l'identique le cours de la Lisène. Du côté d'Héricourt et de Chagé, des attaques se produisent, mais les mouvements de troupes s'effectuent lourdement par des bois et chemins rendus impraticables par la neige et le gel. Beaucoup de chevaux manquent de fer à glace. L'armée s'embourbe et rien de concluant ne se produit ce jour-là. En somme, sur toute la ligne de front, aucune brèche ne survient sur la Lisène. Mais des affrontements violents sont engagés. À Betoncourt, par exemple, voici le récit du capitaine Charles de Beauregard qui commande le 1er bataillon de mobiles de Savoie. Nous débouchions de la lisière d'un bois situé sur les hauteurs d'un village et que nous devions prendre par un assaut. Nous en étions séparés par une plaine de 800 mètres, nue comme la main et couverte de neige. À droite se trouvait un cimetière. L'ordre est venu de marcher droit devant. L'attaque semblait être, en somme, peu de choses. Alors que nous progressions, un feu d'enfer s'est abattu sur nous. De toutes parts, nous étions enveloppés de feu et je suis tombé un des derniers. La plaine était jonchée de pauvres gens inutilement sacrifiés. On a tenté alors, je crois, de faire une diversion sur la gauche, puis la fusillade s'est éloignée. En arrivant à l'ambulance, j'ai béni Dieu que le général n'eût pas engagé toute la colonne. Le 15 janvier au soir, voici à peu près la situation. Montbéliard, le Montchevy est aux mains des Français. Seul le château est occupé par les Prussiens. Des combats ont lieu sur toute la ligne du chemin de fer, notamment devant Betoncourt et Bussurel où finalement les forces françaises ont été repoussées. Devant Héricourt, les troupes, tout en canonnant la ville, sont contraintes d'attendre les résultats du mouvement tournant orchestré au nord par le 18e corps du général Billot. Des affrontements se déroulent également à Chagé et Luz. Dans la globalité de ce premier jour de combat, on constate que la coordination, l'orientation des troupes françaises fonctionnent mal. Les directives, les ordres ne parviennent pas à temps en raison de l'état du terrain. Alors que les Prussiens logent dans les localités, nos troupes, sans exception, sont contraintes de bivouaquer dans les bois par une température polaire. Pour éviter de geler sur place, on allume des feux. Finalement, au petit matin du 16, la situation demeure sensiblement en l'état de la veille. Durant les journées du 16 et 17 janvier, les troupes françaises reprennent l'attaque du château de Montbéliard. Un violent duel d'artillerie prend corps avec les batteries du Montchevy. On se bat dans la ville. Ces attaques de toutes parts n'aboutissent pas à un succès décisif. Pendant ce temps, de vifs combats ont repris à Betoncourt. L'artillerie française bombarde intensément les lignes prussiennes retranchées à l'abri de la voie ferrée. Mais la riposte est sévère. Les Français sont contraints de se replier dans le bois bourgeois. Du côté de Bussurel, des combats mettent l'incendie au village. Plus au nord, devant Héricourt, Chagé et Luz, par un impénétrable brouillard, plusieurs attaques françaises sont engagées. Mais l'audace, l'ardeur n'est pas au rendez-vous. Plus haut, de violents combats ont lieu autour de Frayé et de Chenevier. Mais tous ces efforts sont vains pour s'emparer du village fortifié de Chenevier. Le général Bourbaki escomptait sur le succès tant attendu de la pénétration de son aile gauche à cet endroit, pour percer en direction de Belfort et prendre les armées prussiennes à revers.
Mais les généraux estimaient leur position encore trop précaire pour entreprendre cette manœuvre. Mal renseigné et souvent désorienté, le haut commandement français pensait à tort que le gros des forces allemandes était concentré autour du Vaudois. Or, c'était dans les environs de Frayet qu'ils étaient rassemblés. Le mouvement tournant aurait peut-être prévalu si les forces du 18e corps s'étaient déployées au nord de Frayet et ainsi suivre la route qui mène droit sur Belfort. Le 17, au soir, force est de constater que le corps d'armée du général de Werder tient de main ferme toute la ligne de front de la Lizère. Le commandant en chef attendait vainement depuis midi le résultat tant espéré de l'attaque décisive à laquelle il s'était si malheureusement obstiné à fixer Chagé pour objectif. Il parcourut à cheval les lignes françaises, cherchant à se rendre compte des efforts qui pouvaient encore être tentés et interrogeait les généraux. Les soldats épuisés, décimés par le froid, littéralement affamés, n'étaient plus en état de combattre. Les chevaux étaient dans une telle faiblesse que, lorsqu'ils tombaient, ils ne se relevaient pas. Les bivouacs glacés avaient fait des victimes en nombre incalculable. Le cœur dévoré d'angoisse, le visage ravagé d'une inexprimable amertume, le général Bourbaki avait déjà pris sa décision. Il fallait battre en retraite et il adressa au gouvernement le message suivant. Le temps est aussi mauvais que possible. Nos convois de vivres et de munitions nous parviennent très difficilement. En dehors des pertes causées par le feu de l'ennemi, le froid, la neige, les marches et le bivouac dans ces conditions exceptionnelles ont causé de très grandes souffrances. De l'avis des commandants de corps d'armée, j'ai décidé, à mon grand regret, que l'armée occuperait de nouvelles positions à quelques lieues en arrière de celles sur lesquelles nous avons combattu. Nous pourrons de la sorte nous ravitailler plus facilement. Si l'ennemi se décidait à nous suivre, j'en serais enchanté. Peut-être nous offrirait-il ainsi l'occasion de jouer à nouveau la partie dans des conditions beaucoup plus favorables. La retraite commence le lendemain du 17 janvier. L'ordre est donné de prendre la direction de Besançon, mais les Prussiens, renforcés par l'armée Manteuffel, poursuivent leur adversaire. Dans sa retraite, l'armée de l'Est, qui est contrainte de se diriger sur Pontarlier, se trouve prise au piège devant la frontière suisse. Le calvaire des soldats avait duré 12 jours. Le 31 janvier, un parlementaire du général français Clinchamp se présente aux autorités helvétiques pour négocier l'internement de l'armée. Le 1er février, le passage des troupes françaises commence.